Alors, donc, il y a 40 ans étaient effectivement fondées ces éditions Verdier, avec elles la collection Les 10 Paroles, donc, qui nous rassemble aujourd'hui, collection qui visait à mettre à la disposition du public francophone des textes fondamentaux de la tradition juive, mais nos intervenants vous en diront évidemment beaucoup plus. Pour célébrer cet anniversaire, on est en compagnie donc de Michèle Planel, qui est co-gérante, il faut dire ça, co-gérante des éditions Verdier, Gilles Anus, essayiste et philosophe, et René Lévy, qui est l'actuel directeur de la collection. Merci à tous trois donc d'avoir répondu à l'appel, à l'invitation du mage. Qui est-ce qui fut capable, nous étions en 79, de faire du Guide des égarés un best-seller? Eh bien, un petit groupe de fondateurs qui, à la fin des années 70, délaissait la mouvance d'extrême gauche, ce que Benny Lévy appelait la vision politique du monde, pour revenir à la tradition juive authentique, avec le souhait donc de retrouver, du fait de cette recherche d'authenticité, les textes fondamentaux, d'y avoir accès en français, parce qu'à l'époque, évidemment, ils n'avaient pas accès en hébreu à ces textes, et d'alimenter aussi, il faut le souligner, par leur richesse, le débat intellectuel français de l'époque. C'était le moment où il y avait encore, j'allais dire, peut-être ça existe toujours, mais une sorte d'intérêt commun pour les choses intellectuelles qui pouvaient dépasser les frontières. Michèle Planel, vous participez à la naissance de ces éditions Verdier, de cette collection Les 10 Paroles. Il faut que vous êtes un peu le témoin, le grand témoin de cette soirée. Il faut co-gérante qui a... Voilà, mais c'est vous qui êtes sur scène et vous allez nous dire dans quel climat, dans quel contexte, comment finalement, à un moment donné, en 1979, il a été décidé par un groupe de gens de fonder cette collection et cette édition. Je crois que pour comprendre la création et des éditions Verdier et de la collection Les 10 Paroles, puisque ça s'est passé de façon concomitante, on est obligé de remonter à quelques années avant la création de Verdier et après la dissolution de la gauche prolétarienne. Parce que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que nos origines étaient le gauchisme et plus précisément la gauche prolétarienne, et que nous nous sommes rencontrés après la dissolution pour essayer de mettre au clair en quoi avait consisté notre militantisme et l'échec de ce militantisme. Et comme Benny formulait la question, comme vous l'avez déjà dit, comment on pouvait échapper à la vision politique du monde et comment on pouvait trouver une sortie morale au tout politique. Nous avons pris l'habitude de nous réunir à l'initiative de Benny dans ce qu'on appelait les cercles socratiques. Ces cercles, plus tard, ça se transformera en banquet du livre à la Grâce, puisqu'on se disait qu'on s'était réunis en petit nombre et que pourquoi ces sujets-là n'intéresseraient-ils pas un plus grand nombre. Donc c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de créer ces rencontres estivales qu'on a appelées le banquet du livre de la Grâce. La Grâce, c'est l'endroit où a été fondée la maison d'édition, dans le sud de la France. Bon, c'est au cours de ces rencontres que Gérard Bovillier, qui avait toujours eu cette idée derrière la tête, a proposé de créer une maison d'édition. Peut-être qu'on peut dire qu'après l'usine ou la rue, on avait envie de revenir au livre. Et à ce moment-là, l'itinéraire propre de Benny a joué un rôle décisif, parce qu'il étudiait avec Sartre, après la Révolution, l'œuvre d'Emmanuel Lévinas. Il en était au point où il avait besoin de traduction, puisqu'il ne savait pas l'hébreu encore, des textes fondamentaux pour alimenter sa réflexion sur le judaïsme. Par ailleurs, il commençait à étudier avec le cercle d'études de Jean Zaclat, qui était un prof de Yabné, qui était féru en kabbalisme et qui donc donnait des cours à un petit groupe où il y avait Charles, entre autres, et Benny. Charles Mopsic. Voilà, Charles Mopsic, pardon.
Bon, la maison donc a été créée à partir de cette nécessité de publier des traductions et sous le double signe de nos années gauchistes et de la sortie de ces années gauchistes et de l'entrée pour ce qui était avec Béni, de l'entrée dans la connaissance de la pensée juive. Par ailleurs, dans notre premier catalogue, il y avait aussi d'autres choses que nous avons poursuivies, mais c'était quand même le socle. Au fond, cette décision a donné le ton pour la suite. Elle a créé l'image que la maison garde jusqu'à ce jour. Bon, Charles Mopsic est venu à la rencontre de Béni, et là, il a introduit Béni Lévy dans le cercle de Zaclade, et bientôt, Béni nous a présenté Charles, et à cette époque-là, Charles, il avait 22 ans. Il savait l'hébreu, il s'intéressait de près à la Kabbale et il rêvait de faire des livres. Donc, nous étions faits pour nous entendre. Et il commence à donner le nom de la collection Les 10 paroles. Et il propose 2 publications, le Guide des égarés de Maïmonide, l'œuvre d'un philosophe médiéval, et un texte du professeur de Charles, Jean Zaclade, pour une éthique de Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'est née la maison d'édition. Alors, on comprend bien, on a vu les 3 personnages principaux dont vous avez parlé, et on va en reparler plus spécifiquement pour leur rendre hommage ce soir. Charles Mopsic, donc Béni Lévy et Jean Zaclade. Et Gérard Boubillier. Mais parce qu'il faut dire aussi que là, on comprend qu'il y avait chez ces intellectuels la volonté de revenir au texte, parce que ils avaient une origine juive et ils étaient intéressés par ce retour. Mais il faut préciser qu'il y avait autour d'eux, et vous en faites partie, 4 fondateurs de cette collection et de cette édition qui, eux, n'étaient pas juifs. Alors comment on peut expliquer qu'il y ait une sorte de parallélisme, finalement, du mouvement qui s'est produit à ce moment-là? Comment s'est faite cette jonction? Je crois que c'est surtout l'amitié qui nous liait à Béni Lévy, à toute sa famille. Est-ce que ça suffit de dire l'amitié? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui correspondait à une visée que vous partagiez? C'est une chose première, mais quand ils ont pris la décision de faire un retour au judaïsme, ce qui nous a été offert comme expérience, c'est de faire l'expérience de l'amitié dans la séparation. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Béni, que j'ai pas pu l'embrasser, et des tas de choses comme ça, ça a été quand même un choc pour nous assez violent, mais très vite dépassé, parce que ce que j'ai appris avec eux, c'est l'amitié dans la séparation, et on arrivait à manger ensemble, à boire ensemble, malgré cette distance. À l'époque, le Guide des égarés qu'on voit là, sur cette photo, ça vous disait quelque chose, le Guide des égarés? Pour tout vous avouer, absolument pas. Mais je n'étais pas la seule. Hein. Oui. Il y avait Tony qui avait fait un peu d'études, Tony Lévy, le frère de Béni, qui avait fait des études mathématiques, donc il savait un petit peu ce qu'étaient les philosophes de cette époque médiévale. Mais bon, nous, on ne savait pas. Je crois que bien que Béni ne savait pas non plus. Juste un petit mot encore sur cette continuité. Vous pensez qu'il ne savait pas non plus, Béni? Bon, on vous demandera peut-être à René Lévy tout à l'heure ce qu'il en pense. Mais sur cette continuité finalement de la vision politique à l'échec de cette vision, de cet investissement dans la politique qui a amené, vous l'avez bien expliqué, à essayer de revenir, à se ressourcer ailleurs. Est-ce que c'était quelque chose que vous partagiez quand même malgré tout, c'est-à-dire la fin du militantisme convaincu, oui, pour être dans une recherche différente? Là aussi, je crois qu'il faut encore remonter aux années. On est la génération qui est née après la guerre. Donc, pour nous, il y avait toute une mythologie de la résistance. Bon, on chantait « Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe ». Donc, il y avait cet attachement au souvenir de la guerre et à la résistance. Voilà, c'est quelque chose qui a été important aussi dans notre proximité par rapport au judaïsme. Alors, je veux vous mettre encore un petit peu à contribution, Michel Plavel, même si je vois que vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais bon. Voilà, non, je voudrais vous mettre à contribution encore parce que je vous l'ai dit, on va, avant de venir aux problématiques politiques,
rendre hommage plus spécifiquement donc, à ces trois personnages qu'on a évoqués déjà. Et je crois que vous aviez un texte peut-être à nous lire sur Charles Mopsic, un texte de Claude Birman, je crois, oui, qui nous fera peut-être une présentation de ce personnage tout à fait extraordinaire, hors norme, hein, qui était quand même, à l'époque, qui était en avance, j'allais dire, sur les autres, qui savait l'hébreu, et puis qui a publié, traduit énormément de choses dans les collections Verdier. Juste pour le signaler, les 7 volumes du Zohar, c'est lui, des textes de kabbalistes, Moïse Cordovero, Le Palmier de Déborah, Le Livret bleu d'Enoch, Le Cycle du Sanctuaire, Moïse de Léon, et puis cette compilation aussi, tout à fait intéressante pour ceux qui veulent regarder un petit peu les textes autour de la Kabbale, sous le titre « Les grands textes de la Kabbale » et sous-titré « Les rites qui font Dieu ». C'était un livre qui est publié en 1993. Je vous laisse la parole donc sur Charles Mopsic. Charles Mopsic était déjà à 20 ans en 1976 quand je l'ai connu au Cercle d'études juives de Jean Zaclade. C'est Claude Birman, son camarade, qui parle. Notre Benjamin curieux et pressé, hardi comme le jeune David, pressentant avec l'enthousiasme d'un défricheur inlassable l'immensité des sources juives occultées selon le mot de Lévinas. Vous découvrez l'Amérique, me dit un jour le grand helléniste Pierre Vidal-Naquet, avec une sympathie condescendante et un peu sceptique. Et de vrai, nous pensions avoir découvert dans ces textes si obscurs une puissance d'éclairement sans égale. Charles était un Bernard Palissy, infiniment détaché des usages communs, tant dans la vie quotidienne et familiale qu'institutionnelle et sociale. La mer reculait devant lui. Tous lui frayaient la voie au fur et à mesure de l'accroissement rapide de ses découvertes, de ses traductions, de ses publications et de celles dont il dirigeait et stimulait l'édition. Près de 40 volumes en 26 ans, comme s'il avait senti que son temps était compté. Lui seul avait eu cette hâte fébrile, ce sens de l'urgence que Béni Lévy, autre homme pressé que Charles avait lui-même intéressé à notre cercle, avait aussitôt apprécié. Il aura été en son temps un pionnier sublime, parmi peu d'autres, de cette résilience croissante des lumières juives médiévales. Voilà, texte de Claude Birman, donc, qui faisait partie aussi de ce cercle au début du lancement de la maison d'édition. Gilles Anus, peut-être. Bon, évidemment, vous n'avez pas connu Charles Mopsic, vous êtes trop jeune, mais peut-être un mot sur justement ce qu'il représente pour vous. Alors, Charles Mopsic, effectivement, je ne l'ai pas connu. Pas seulement parce que je suis trop jeune, mais parce que c'est dû à ma position singulière dans cette affaire. Je suis moi-même un auteur Verdier, si on peut dire, mais je ne suis directeur ni de la maison d'édition, ni de la collection comme les deux personnes qui m'entourent. Simplement, j'ai été pendant très longtemps l'élève de Béni Lévy, et je suis, disons, philosophe. Et je suis venu à la lettre hébraïque par ma rencontre avec Béni Lévy, alors que je venais de tout à fait ailleurs. Bon. Et il se trouve que Charles Mopsic, comme Jean Zaclade, sont des gens dont j'ai entendu parler par Béni Lévy lorsque j'étudiais avec lui, et que j'ai connu en vérité, non pas personnellement, mais simplement par leurs textes, que j'ai lus pour ceux de Mopsic, un peu, et puis que j'ai lus de près pour ceux de Jean Zaclade, en revanche. Vous allez nous en parler de Jean Zaclade tout à l'heure. À moins que René Lévy veuille dire un mot sur Charles Mopsic, je vous propose pour évoquer la mémoire de Béni Lévy, on vous propose de le retrouver sur quelques images. C'était en 97 lors d'un fameux banquet de la Grâce, et il évoquait justement à cette occasion les circonstances du lancement de la collection Les 10 paroles. Donc en fait, c'est comme s'il était un peu là ce soir avec nous. On regarde cette vidéo qui nous remettra en mémoire le personnage de Béni Lévy, y compris dans la manière dont il s'exprime et dont il parle de lui-même et de cette aventure. On écoute donc, et si la vidéo est prête, on peut y aller. Voilà, ça marchait bien jusque-là. Bon, faute d'information. Ça vient ? D'accord. Vous me confirmez l'optimisme qu'on peut attendre de la venue de cette vidéo, puisqu'on ne peut pas laisser non plus trop les choses en suspens. Alors, bon, dès que vous êtes prêts, voilà, c'est bon, je crois que c'est bon. C'est parti.
Alors là, ce qui a joué, c'était le point exact où je me trouvais dans mon propre itinéraire. J'étais arrivé grâce à un très très grand maître, qui est Lévinas, à me tourner vers les textes de l'hébreu, mais j'étais très ignorant. Donc je ne pouvais pas encore aller au texte directement. Le temps des disciplines d'apprentissage est long, et l'ardeur de connaître était grande, donc il fallait que j'ai des traductions. Je ne suis pas tellement bon en anglais, donc c'était fatigant pour moi de lire les textes en anglais, etc. Donc après avoir épuisé, c'était vite fait, hein, les traductions françaises, j'avais une envie folle que des grands textes soient traduits en français. Mais pour moi. Donc quand ils m'ont parlé de cette maison d'édition, je leur ai dit oui, mais à condition qu'il y ait des choses sur les textes d'hébreu et d'araméen. Déjà, je n'avais plus de goût vraiment très très fort pour l'édition en général. J'avais été, depuis la dissolution du mouvement de la gauche prolétarienne, très lié aux différentes maisons d'édition, à Gallimard par Sartre, au Seuil par des copains qui avaient des directions de collection, etc. Donc il y a eu un moment où j'étais très proche du milieu de la grande édition. C'était déjà passé ce temps-là. Et donc rien ne m'intéressait vraiment que ce que je leur proposais. Évidemment, ils m'ont dit oui tout de suite. Et donc, il faut voir que Verdier est né sous l'effet d'une grande décision de pensée. C'est pas né parce que tel simplement aimait les livres. Ça peut être important. C'est un amour suffisamment fort du livre pour faire une maison d'édition. Mais là, c'est plus profond. Plus profond. Ça s'inscrivait exactement dans le passage de la phase toute politique à une phase d'interrogation, mais pas d'interrogation qui tourne en rond, une interrogation qui était en train de percer un horizon depuis longtemps enfoui. Or ça, c'est de très très grande portée pour l'avenir de la maison, pour son allure. Donc on a créé cette collection, des 10 paroles, et en un sens, et pas simplement budgétaire, cette collection allait donner le ton pour le reste. C'est curieux, le rapport entre le guide des égarés de Maïmonide et puis tel ou tel livre de pensée qu'on a pu sortir. Et en fait, si on revient à la décision originelle, qui était de mener de manière radicale l'interrogation née de l'échec de la vision politique du monde, les choses deviennent tout à fait intelligibles. Premier relais à la collection des 10 paroles, évidemment, le relais obligé, la philosophie. Alors, pas la philosophie telle qu'elle s'est jouée sous les oripeaux de la nouvelle philosophie, pas une philosophie visant à donner des aliments à la demande, qui était une demande d'opinion. Même si, notre vieil ami Maurice Clavel avait lancé la formule de journaliste transcendantal, à l'époque, ça signifiait quelque chose chez lui, mais enfin, c'était devenu d'une vulgarité accablante. Donc il fallait une philosophie, disons le mot, mais en rappelant que ce mot n'allait pas de soi, que ce mot d'être prononcé était déjà un événement de la métaphysique, de la pure métaphysique. Cela nous amène à Damascius, d'un côté,
et un peu plus tard la collection de l'islam spirituel, en passant par le livre de Guy Larveau. Alors voyons les choses. Damassus, c'est simple, c'est la plus vieille tradition de pensée haute, occultée dans l'université, la plus vieille tradition de pensée occidentale, qui était le relais obligé pour la collection des 10 paroles. Au même titre que, à peu près à toutes les générations importantes, il y a eu de discrets dialogues entre des grands maîtres de la tradition d'Israël et puis des platoniciens. Les choses se sont faites à la fois d'emblée, c'est-à-dire je découvrais la profondeur du platonisme pour mon propre compte et j'apprenais en même temps que c'était pas d'aujourd'hui, que déjà hier cette rencontre s'était faite. Ce qui ne faisait que renforcer évidemment la décision d'aller dans ce sens-là. J'avais dans mes recherches, alors là strictement liées à la philosophie, j'avais découvert dans la bibliothèque de la Sorbonne, dans les thèses dactylographiées, le doctorat de Marie-Claire Galperine sur le néant chez Damassus, et ça avait été pure splendeur, une lecture splendide. Et j'avais ça dans la tête, donc c'est toujours comme ça qu'on a pris toutes les décisions ici. Je me suis dit, mais il faut ce texte, et je crois que c'est Bob qui a écrit une lettre à Marie-Claire. Bon, elle a répondu, et quand le livre a vu le jour, ce fut une grande chose. Notez bien donc, et ça fait partie du style, bon, mais repérable immédiatement par quiconque du catalogue, que aucune préoccupation économique n'entre en jeu. Parce que, je sais pas si vous avez ouvert le Damassus, alors, si c'est budé, la vieille collection des belles lettres, on comprend qu'il n'y ait pas de préoccupation budgétaire, mais enfin, une petite maison d'édition, non, ça ne se compare même pas, à mon avis, aux éditions de minuit. Parce que les éditions de minuit étaient portées par un courant social. Un courant social est toujours prometteur, même si au début il est minoritaire. Là, c'est autre chose. C'est beaucoup plus discret. Donc les effets économiques sont beaucoup plus rares, beaucoup plus difficiles à produire. Et ça n'a jamais compté. Jamais compté. Non, il faut que vous vous rendiez compte de la chose. Et que 3 personnes en permanence, en 20 ans, bon, qui auraient pu, comme n'importe qui, faire de l'argent par ailleurs, s'occupent de ça, c'est pas non plus très courant. À une époque qui n'est plus l'époque militante. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour nous avoir... Alors là, ceux qui... Voilà. Ça continuait un petit peu peut-être ? Ok. Très bien. René Lévy, bon. Merci d'être là aussi ce soir. Peut-être quand même un mot sur ce que vous pensez quand vous entendez comme ça la voix de votre père. Je vois que vous ne le regardiez pas trop. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous retrouvez cette voix sur cette collection? Non, c'est que je... C'est pas pour vous que vous nous parliez de la traduction, c'est juste comme ça. Oui, oui, non, bien sûr. Non, ce que je relève, c'est l'importance de la métaphysique dans le projet, dans un projet d'édition, de fondation d'édition. L'importance de la métaphysique. Je n'avais pas souvenir que c'était si important pour lui. C'est une chose presque incompréhensible aujourd'hui, voilà, qu'un tel intérêt pour la métaphysique puisse conduire à la création d'une maison d'édition. C'est ça, oui. Ça, je le découvre, en fait. Je ne savais pas que c'était si... Je découvre cet entretien, je ne le connaissais pas. Bon. Alors, on est heureux de vous le faire découvrir. Et c'est voilà, grâce à Gilles Anus, d'ailleurs, que
qu'il est là. Merci. C'est lui qui me l'avait signalé. J'ai trouvé qu'il était évidemment tout à fait à propos de le diffuser, puisqu'on parle précisément du sujet. Non, c'était un peu nom pour dire voilà, que ce souci de métaphysique, ce désir de métaphysique était très, très acéré chez mon père. Et voilà, je découvre ce soir qu'il a été déterminant dans sa décision de fonder cette maison et spécialement cette collection. Voilà, on reviendra avec vous évidemment sur ce qu'est devenu la continuité de ce projet avec vous. Je voudrais quand même avant cela que vous nous disiez, Michel Planel, peut-être quelques mots que vous nous lisiez, puisque vous souhaitiez, vous avez préparé un court texte sur Béni Lévy, qui est un texte de Léo Lévy, donc le texte de son épouse, qui dans le livre qu'elle a publié sur lui, et comme ça contribuera, terminera cet hommage. Dans la lumière sans complaisance des matins de Jérusalem, 3 stations, la maison de prière, la maison d'études. Le soir, une fois par semaine, détour par le lieu d'enseignement où un public bariolé, passionné, vient écouter le petit tome en noir. Simplicité des rythmes, transparence des jours, soi rassemblé. À Jérusalem, aucun mystère, pas de recoin obscur, grouillant de projections fantasmatiques. Mais ailleurs, en d'autres temps. Le chef révolutionnaire sans nom, à l'existence improbable, en tout cas invisible, pouvait-il vraiment, du chaos des faits et des discours, faire émerger une vision et une visée claire? Il eut des maîtres, côté philosophie, il se réfère à Sartre, Althusser et Lévinas. Côté sagesse d'Israël, il a été enseigné par un kabbaliste ashkénaze, un rav français d'origine marocaine, un Yerushalmi d'ascendance lituanienne. Enfin, au cœur de l'énigme, quel lien entre tout jeune juif arrivé d'Égypte, pathétique et ardent, en quête acharnée d'assimilation, et la fille du faubourg Saint-Antoine, placide, rigolote, par parti pris, qui portait encore vivaces les traces des villes juives de Pologne. Étrange rencontre, plus étrange encore, la constance malgré les turbulences. Voilà, donc ça c'est la 4e de couverture donc, de ce livre de Léo Lévy qui s'appelle « À la vie ». Merci beaucoup, Michel Planel, d'avoir fait cette évocation. On termine avec quand même un mot aussi sur un 3e personnage, alors qui est plus, j'allais dire, météorique, enfin, qui a laissé une trace moins visible, bien qu'il ait eu une grande importance, sans doute, dans la naissance également de Céline Dion-Verdier. C'est donc Jean Zaclade. Gilanus, je crois que vous vouliez nous en dire un petit mot. Alors, ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas eu une connaissance directe de Jean Zaclade. Maintenant, par mes travaux sur Béni Lévy, etc. Voilà, je vais dire non, mais c'est lié à la création de la collection. Il a écrit un essai d'ontologie biblique en 67. Voilà. Et quand vous êtes tombé là-dessus bien plus tard, évidemment, ça vous a aussi émerveillé presque autant que la thèse sur Damasius. C'est à ça que je venais. Donc ça dira quelque chose, je crois, de la création de la collection, en tout cas telle que moi, à distance, je peux la comprendre. Effectivement, il se trouve que Béni Lévy m'ayant parlé de Jean Zaclade, c'était il y a pas mal d'années, ça devait être vers 86, je pense. Et je me suis retrouvé à la BPI à Beaubourg à chercher la thèse de ce Jean Zaclade qui avait été publié aux éditions Mouton à l'époque. C'était un livre assez rare pour le trouver, il fallait fouiller beaucoup. Et la thèse s'appelait « Essai d'ontologie biblique ». Et elle commençait par cette phrase, ça m'est resté la première phrase. Le lecteur de la Bible est aussi un homme qui pense. Alors, voilà, c'était passionnant. Après, c'était très complexe puisque c'était nourri par tout un tas de références kabbalistiques, notamment du Tikkun HaZohar. Et puis, il y avait, accompagnant cette thèse, une thèse complémentaire dans laquelle Jean Zaclade avait rédigé un commentaire de chacun des versets de la Torah, ou quasiment chacun, mais vraiment un commentaire très exhaustif de la Torah, absolument passionnant, et qui faisait effectivement, à hauteur très métaphysique, une sorte de, sinon d'aller-retour, en tout cas une sorte de croisement, disons, entre des choses qui pour moi étaient tout à fait neuves, de la tradition ésotérique, pour ainsi dire, juive, et puis de choses qui étaient plus proches de ce que je connaissais, donc philosophiques. Et c'était, semble-t-il, en tout cas c'est ce qui se lisait dans ces ouvrages,
C'était une espèce de très grand esprit qui produisait des propositions extrêmement ardues, extrêmement suggestives, extrêmement mystérieuses en même temps, mais qui du coup donnaient tout à fait envie aux lecteurs, disons, un tout petit peu pugnaces, d'entrer dans ces textes et d'aller y voir de beaucoup plus près. Mais c'est des textes qui pouvaient décourager aussi beaucoup de lecteurs parce qu'il fallait être pugnace, effectivement. Et je pense qu'il a eu cet effet de ce que j'ai pu lire ensuite, Jean Zaclade, cet effet de stimulation très fort auprès des personnes qui ont étudié avec lui. Il a, de ce point de vue, me semble-t-il, bien qu'effectivement, n'ait pas laissé, si on parle de l'espace public, un souvenir extrêmement fort, je crois. Enfin, il n'est pas très connu, voilà, simplement, mais je pense qu'il a joué un rôle tout à fait fondamental. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce que peuvent dire de lui les gens qui ont étudié avec lui. Voilà, et je lis dans la 4e de couverture aussi de Pour une éthique de Dieu, qui est donc le premier livre de Jean Zaclade. Prenant sa source dans la plus authentique tradition des prophètes d'Israël, il vise à mettre à jour l'implication philosophique du texte biblique, on en revient à cette problématique philosophique, et écarte du même coup la présentation mystifiante de la Kabbale. Ce traité montre comment l'usage approprié du nom de Dieu, loin de représenter une fuite hors de la raison, est en réalité à la racine de toute rationalité, de toute pratique orientée vers un aboutissement de l'histoire. Voilà pour l'évocation de Jean Zaclade. Bon, il est temps de se retourner vers vous maintenant, René Lévy, pour parler d'aujourd'hui, puisque la collection a évidemment évolué au fil des temps. Il est clair que cette année 2003, qui a été marquée par la mort successive donc, de Charles Mopsik et de Béni Lévy, quasiment en quelques mois, je crois, d'intervalle, espèce de rupture incroyable qui s'est produite. Vous-même, vous reprenez la collection seulement 6 années plus tard, donc il y a une période un petit peu, j'imagine, d'entre-deux. Ce qui reste commun entre hier et aujourd'hui, c'est ce souci de proposer des traductions évidemment de qualité, qui n'ont pas de visée économique, comme nous l'expliquait Béni Lévy tout à l'heure. Et aussi, René Lévy, vous faites comme votre père une haute idée de ce que doit être une traduction. Oui, alors, je vais peut-être prendre un peu de temps, parce que je pense qu'il y a deux traductions, deux arts de traduire, et qui correspondent à deux époques, peut-être, de la collection. Alors, je m'attarderai un petit peu, j'ai préparé quelque chose, voilà, je ne suis pas du genre à improviser. Et nous pourrons rebondir ensuite, si vous le désirez. Accordez-moi quelques minutes de patience. Voilà, on vous les accorde volontiers. Alors, je vais reprendre évidemment des choses qui ont été dites, évoquées, les ramasser peut-être et parler plus spécifiquement du traduire. Alors, on l'a dit, à la fin des années 70, le regain de judaïsme qui s'était amorcé déjà dans l'après-guerre avec Jacob Gordin et la fondation de l'école d'Orsay en 1946, ce regain s'accentua. Le reflux de la vague révolutionnaire et le déclin des idéaux auxquels ils avaient voué leur jeunesse précipita le retour de nombreux juifs que l'histoire, dans sa cruauté messianique, laissait orphelins, soit à Sion, donc il y a eu aussi une vague sioniste, soit à Sion sur la terre ancestrale, soit à la source juive, partout rejaillissant. Ce n'est pas un phénomène spécifiquement français. De ce dernier retour à la source juive, Béni Lévy a été une figure significative et marquante. Il a été le chef de la gauche prolétarienne, on l'a dit, et la tête pensante du maoïsme français. Après sa découverte de Lévinas, et dans un face-à-face avec Sartre, ça on ne l'a pas dit, mais il faut le rappeler, dans un face-à-face avec Sartre qui dura des années, jusqu'à la mort du philosophe en 1980, il renonça à Mao pour Moïse. Dès 1976, il apprend l'hébreu,
puis entreprend l'étude des textes de la Kabbale avec Jean Zaclade. On vient de vous le dire. Alors, qu'est-ce que traduire signifiait alors pour Béni Lévy? Cela signifiait diffuser, propager les grands textes juifs qui, dans leur langue d'origine, demeuraient inaccessibles à la plupart des lecteurs de langue française qui ignoraient l'hébreu. C'était rendre enfin disponibles au plus grand nombre, comme on avait fait des textes grecs et latins, les grands textes hébreux. Faire connaître la pensée juive et susciter de l'intérêt pour elle. Stimuler le retour du juif à sa lettre, à son sol littéraire, à son humus. Rien n'illustra mieux cette hâte, et vous l'avez souligné justement, rien n'illustre mieux cette hâte de diffusion que la publication du premier opus de la collection Les 10 Paroles, le Guide des Égarés, de Maïmonide. Pourquoi? Parce que la collection n'offrait pas une traduction nouvelle de ce chef-d'œuvre de la pensée juive médiévale, ni même, stricto sensu, une réédition. Non, c'était la réimpression d'une traduction datant du XIXe siècle, et quand même assez datée, par Salomon Munk, haute figure du judaïsme du XIXe siècle, sans les notes, ni l'introduction, ni la préface. Ah ben si, il y a eu une préface. Mais à un prix modeste. Rien là d'inédit, d'autant plus que l'édition complète, en 3 volumes, existait depuis 1959 sous la forme facsimile aux éditions Maisonneuve à un prix prohibitif. Le principal était donc, pour les 10 Paroles, d'assurer la mise à disposition des textes, même à l'état brut, au plus grand nombre, de les rendre diffus. Ça, il faut bien comprendre ça. Bon, on dit là, le Guide des Égarés, le Guide des Égarés existait en 3 volumes complets. C'est pas ça qui... Très cher. C'est donc, voilà, c'est donc la réimpression vraiment du texte écrit à un prix modique qui a fait, semble-t-il, son succès. Après la nomination de Charles Mopsic à sa direction, la collection a pris un tour que n'avait pas laissé deviner la publication du Guide, qui est le grand œuvre de philosophie juive, comme on dit, aristotélicienne. La Kabbale, spécialement le Zohar, est devenue le phare de la collection jusqu'à la mort de Charles en juin 2003. Donc, c'est vrai que le premier opus, c'est le Guide des Égarés, mais très vite, le ton change et la Kabbale prend nettement le dessus sur la traduction de textes philosophiques. Quand, après quelques années de flottement, je pris les rênes de la collection, j'avais fait l'état des lieux. Et qu'avais-je constaté? Que certains textes, au lieu de bouleverser, comme l'avait espéré Béni Lévy, avaient suscité l'engouement, ceux de la Kabbale spécialement. Et l'on avait vite fait des séphirotes, du tzimtzum, des objets d'attraction, des colifichets de librairie. Béni Lévy lui-même en avait fait le constat. Alors je crois que c'est dans un texte, ma mère me l'a envoyé dans un séminaire, et s'en était affecté au point qu'il regretta leur traduction. Il faut le savoir, tout n'a pas été rose dans l'histoire de cette collection. À la fin des années 70, les Juifs avaient soif. Le contexte a aujourd'hui sensiblement changé. Les Juifs ont étanché leur soif. Plus de retour massif à la source hébraïque, plus de redécouvertes sensationnelles, ni de forte émulation. J'en sais quelque chose. Les Juifs français sont globalement moins ignorants de l'hébreu parce qu'ils sont entrés en possession de leur héritage en hébreu moracha.
Paradoxalement, dans leur pratique des textes, plus courante, plus assidue, ils négligent fréquemment la langue française quand ils ne la maltraitent pas. Leur acquisition de l'hébreu se fait presque toujours aux dépens de leur langue maternelle. Pire, le niveau de leur français, par une loi similaire à celle des vases communicants, tend à baisser pour atteindre le niveau de l'hébreu qu'ils ont acquis. Si bien qu'ils n'ont plus, quand ils le voudraient, le moyen d'élever ce dernier, n'ayant plus la langue pour le faire. Double dépérissement, double défaite. Et ce n'est pas seulement un dépérissement de la langue, l'hébraïque et la française, c'est un dépérissement de l'esprit, l'hébreu et le français. L'arasement de la langue entraîne l'affaissement de l'esprit, l'effacement des nuances, comme dans la nature, la disparition des espèces. L'esprit meurt sous l'effet d'un langage uniforme. C'est pourquoi, saisissant les rênes de la collection, je résolus de lui donner une nouvelle orientation. Rendre les textes dans toute leur âpreté, spécialement les textes de la tradition rabbinique, le Midrash ou la Mishnah d'Avot, par exemple. Ne jamais céder à la facilité, ne pas rendre mot pour mot comme on rend coup pour coup. Car j'étais convaincu, comme je le suis encore, que traduire, ce n'est pas faciliter l'abord des textes en les rendant plus faciles. C'est, pour ainsi dire, faciliter la difficulté. Permettre à la difficulté du texte hébraïque de se donner, de s'énoncer en français. C'est donner goût à la difficulté du texte, à sa beauté qui n'est pas d'apparence mais d'éloquence. Traduire, c'est faire parler le texte hébreu dans une langue autre. C'est faire parler l'hébreu en langue française. C'est non seulement traduire la lettre du texte, son sens littéral, mais plus encore peut-être, traduire l'esprit de la lettre. Traduire est un art difficile. Il implique l'effort, hautement ingrat en termes économiques, on l'a dit, mais je le rappelle. Il implique l'effort d'entendre assez fort l'hébreu pour le dire en français. C'est avec l'hébreu dans la tête, écrire en français. C'est maîtriser l'une et l'autre langue. Oui, traduire, c'est écrire dans sa langue sous l'aiguillon d'une langue étrangère. Tous les grands écrivains s'y sont adonnés, comme si c'était là, par l'affect de l'étranger, le plus sûr moyen d'acquérir sa propre langue. Voilà, me suis-je dit, pour conclure, et vous rendre la parole, ce que doit être aujourd'hui la tâche de la collection Ediparole. Merci beaucoup. Et si jamais vous cédiez à la facilité, on vous alerterait, ne vous en faites pas, René Lévy. Juste un tout petit point là-dessus, avant de donner la parole à Gilanus. Vous avez parlé de la réaction de Benny Lévy à propos des publications sur la Kabbale. Au lieu de bouleverser... Non, pas la publication, de l'usage qu'on en faisait. Voilà, de l'usage. Bon. Au lieu de bouleverser, il y a eu un engouement. Alors, il est toujours... Et ça crée un problème. C'est quoi vous pouvez préciser peut-être, parce que ce n'est pas évident à comprendre ce que dit cette perception. Il y a loin entre l'attraction d'un texte et sa teneur en vérité, pour reprendre une expression de Walter Benjamin. Il y a loin. Un texte peut, par ses formules, par ses évocations, peut susciter un intérêt. Ça n'est pas un intérêt pour la vérité. C'est autre chose, de plus vulgaire. Voilà. Bien. Gilanus, vous êtes le plus jeune sur cette table. Autour de cette table, je me tourne vers vous pour parler de... C'est lui le plus jeune. Bon, excusez-moi. Mon camarade René est un peu plus jeune que moi. Oui. Alors, je suis désolé. Vraiment, je n'avais pas fait les comptes exacts. En tout cas, je vous donne la parole, Gilanus.
puisque vous êtes un auteur de Verdier et vous êtes évidemment un observateur privilégié de ce qui se passe dans la vie intellectuelle aussi française et dans la vie intellectuelle juive également. Et j'avais envie de vous demander maintenant de regarder un peu vers l'avenir. On reviendra avec René Lévy tout à l'heure sur les projets, mais est-ce que nous sommes dans une situation, on l'a compris, très très différente de celle qui avait prévalu à la création des éditions, même de celles qui avaient suivi? Nous sommes dans une époque où on peut se demander ou se reposer la question de savoir qu'est-ce qu'il faut traduire en français, à quel accès faut-il donner à quel texte, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il y a quand même une demande pour cela, ou est-ce que les choses ont tellement changé que finalement il n'y a plus qu'un trou de souris peut-être pour encore intéresser un public malgré tout assez large ou éclairé à des textes en français. Parce qu'il y a d'un côté ceux qui connaissent l'hébreu, qui se sont engagés davantage dans l'étude, qui vont directement au texte, qui n'ont pas besoin de passer par le français, et de l'autre côté, une sorte de coupure, de désintérêt finalement aussi pour cette exigence de penser dans le monde intellectuel. Je vous laisse la parole. Alors bon, René a déjà dit des choses assez importantes sur la question que vous posez, donc je vais revenir peut-être effectivement sur la question des contextes ou des horizons, des horizons qui étaient celui de la création donc, de cette maison, et puis le contexte qui est celui de la reprise, si je puis me permettre d'appeler comme ça la deuxième époque. Bon, création pour la première, reprise pour la seconde. Je le dis à l'aide d'une image, d'abord une image pour la collection elle-même dans le catalogue des éditions Verdier, tel que je l'aperçois moi en tout cas. J'aurais envie de dire que la collection Les 10 paroles, c'est comme la ligne de fond du catalogue ou de l'esprit, si on peut dire ça, des éditions Verdier, c'est-à-dire un peu comme une ligne de basse à l'arrière-plan d'un morceau de musique qu'on peut très bien ne pas entendre, ou en tout cas ne pas détacher du morceau, mais sans lequel la mélodie n'existerait pas. Ou pour utiliser d'une image organique, c'est un peu, me semble-t-il, la colonne vertébrale qu'on ne voit pas vraiment, mais sans laquelle le corps est incapable de se tenir debout. Alors deux époques, donc création-reprise. Le contexte, tel que moi je peux le reconstituer à travers des lectures, à travers ma connaissance du parcours de Béni Lévy, à travers ma connaissance plus certaine de son interlocution avec Sartre pendant 10 ans, à laquelle j'ai consacré ma thèse, c'est qu'effectivement, il y avait ce contexte dont René a parlé, d'un retour massif des Juifs pour le coup, la source hébraïque, les textes, et que ce retour, donc, pour le cas de Béni Lévy, puisque pour parler de choses que je connais un peu, ce retour, évidemment, appelait la traduction, Béni Lévy l'a dit dans l'extrait que vous avez vu tout à l'heure, de textes qui fussent des textes roboratifs et stimulants pour des gens qui étaient rompus à l'exercice de la dialectique politique et de la dialectique philosophique, en vérité. Donc, évidemment, je crois que c'est une des raisons de fond de l'intérêt premier pour la métaphysique. Il fallait des textes, non pas qui soient des guides d'entrée dans la vie juive, puisque ça se faisait dans la vie précisément, mais qui soient pour ces gens qui étaient rompus à la dialectique politique et à la philosophie d'assez haut niveau, des textes qui puissent nourrir leur intelligence dans ce retour. Ça, c'est le contexte pour les Juifs du retour. Il me semble qu'au moment de la création des éditions Verdier et de la collection Les 10 paroles, il y avait aussi, et ça a peut-être changé, Antoine Mercier, et c'est un des éléments, je pense, de réponse à votre question, il y avait aussi un intérêt pour les textes juifs de personnes qui n'étaient pas juives, et je pense à Sartre au premier chef, puisque dans les entretiens que Sartre et Béni Lévy ont menés ensemble pendant, pour dire grossièrement, les 10 dernières années de la vie de Sartre, il y a un passage où précisément Sartre témoigne de son intérêt pour ce qu'il appelle à ce moment-là, lui, la réalité juive, qu'il découvre, puisqu'il avait cru dans les réflexions sur la question juive, je vais un peu vite bien entendu, mais pour donner juste le contexte, que le juif était une invention de l'antisémite, et il découvre, en fréquentant Claude Lanzmann, en fréquentant Arlette, sa fille adoptive, qui était juive, et puis en fréquentant Béni Lévy, il découvre qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors si vous permettez, je vous lirai un tout petit passage de L'Espoir maintenant, parce que pour moi, c'est Sartre qui énonce
Alors, l'espoir maintenant, c'est la nécessité. dialogue. L'espoir Donc, maintenant, c'est voilà. le titre d'une partie de ce dialogue qui a couru sur 10 ans. Ce sont simplement les extraits qui ont été publiés dans le Nouvel Observateur au début de l'année 1980, enfin fin 79, début 80, juste donc au moment de la mort de Sartre quasiment. Donc un petit extrait de 10 ans d'interlocution. Et il y a un passage très étonnant donc, où Sartre dit, voilà, j'ai découvert, encore une fois, il appelle ça la réalité du juif. Et il dit la chose suivante à son interlocuteur. Il dit, à présent, par différence de l'époque de rédaction des réflexions sur la question juive, donc 46, juste après la guerre, à présent, je vois les hommes autrement. J'ai eu la curiosité de chercher quelle pouvait être de l'intérieur la réalité juive. Mais voilà, arriver à comprendre le juif de l'intérieur, vraiment, je ne peux pas. Il faudrait être lui. Alors Béni Lévy lui dit, mais pourquoi as-tu pu le faire avec Gustave Flaubert? Et Sartre répond, mais parce que Flaubert me donnait beaucoup plus de détails qu'un juif n'en donne. La plupart des choses importantes sur les juifs ont été écrites en langue étrangère, en particulier en hébreu, quelquefois en yiddish. Béni Lévy, avec son aplomb habituel, tu aurais peut-être pu surmonter cet obstacle. Et Sartre répond la chose suivante. Ce n'est pas un obstacle définitif pour un Français qui ne sait pas l'hébreu, il n'a qu'à l'apprendre. Mais il y a tout de suite beaucoup de temps entre le moment, c'est ce que disait Béni d'ailleurs pour lui-même tout à l'heure, entre le moment où il commence et le moment où il pourra lire les livres qui lui importent. Donc, j'ai envie de dire, ce que dit Sartre ici témoigne du fait que Sartre ne connaissait pas la collection des 10 paroles, mais par la nécessité des choses. Donc, ce contexte, pareillement, si je veux en donner une image, puisque je parlais de ligne de basse ou de ligne de fond, de rythmique des éditions Verdier, je dirais comme ça, de façon un peu volontairement un peu amusée. La première période, donc la période Béni Lévy, la période où il s'agissait enfin c'est Charles Mopsic qui dirigeait la collection, mais cette période dont on a parlé auparavant, où il s'agissait de donner en traduction des textes pour simplement les rendre disponibles. Je l'appellerais la période tambour battant. Une période tambour battant. Il me fallait des traductions, dit Béni Lévy, Sartre aussi, et donc il fallait traduire, et on regarde, si on regarde les dates de publication des ouvrages, j'avais dressé une liste que je vous ai envoyée des publications sur le catalogue. On ne peut qu'être impressionné par le rythme de travail de Charles Mopsic. C'est tout à fait... ce sont des livres énormes, ce sont des livres vraiment d'une épaisseur incroyable, et ils paraissent... si on arrivait à écrire comme ça, tous, on aurait déjà une œuvre en 25 volumes. Donc, non, c'est très impressionnant. C'est-à-dire donc, c'est vraiment cette période du tambour battant. Et puis la deuxième période, et il y a un point commun, me semble-t-il, entre les deux périodes. Alors, c'est un peu formel, mais je pense que ça a son importance. C'est qu'effectivement, ces deux périodes, celle de la création, celle de la reprise, elles s'articulent au fond. Sinon autour, en tout cas, mettons autour de la publication du Guide des égarés. Parce qu'en vérité, il y a cette première publication dont tu as parlé, donc cette traduction qui n'est pas une traduction, mais une reprise de la traduction de Munch, donc du XIXe siècle. Et puis, il y a la deuxième édition, c'est 2012, non 2012, que tu as dirigée, alors avec la réapparition de notes très nombreuses, qui renvoient à l'arabe, qui renvoient à l'hébreu, et c'est un tout autre texte en vérité. C'est le même texte, mais c'est tout autre chose. Et ça, on pourrait simplement, en regardant les deux éditions, en les mettant en regard, avoir un instantané de ce qui s'est passé d'une époque à l'autre. Alors, pour revenir à la question, sur le contexte aujourd'hui... Oui, parce que là, il est temps de parler de la troisième époque, si je puis dire, c'est-à-dire celle qui s'ouvre maintenant, après 40 ans, la vie après 40 ans. Y a-t-il encore, je sais pas répondre directement à la question, y a-t-il encore un intérêt? C'est sûr qu'il n'y a pas besoin, on peut dire ça comme ça, il n'y a pas besoin d'une mise à disposition des textes, puisqu'il y a beaucoup de maisons qui le font maintenant, et on trouve quasiment, pas tout, mais enfin, on trouve énormément de choses. Donc, du coup, j'entends, moi, très fortement ce que René Lévy a dit tout à l'heure de la traduction. C'est-à-dire qu'il s'agit, me semble-t-il, maintenant, et dans la continuité de ce qu'il vient de dire, je crois, donc troisième période ou développement de la deuxième, pour moi, après, oui. il s'agit non plus de mettre des textes à disposition, mais de permettre d'élaborer et de fournir des instruments de précision pour l'étude, pour des gens qui, effectivement, pratiquent
la langue française et Mais pour et l'étude, l'hébreu. pour des gens qui étudient, vous voulez Je dire, pense que c'est au sens juif du terme, ou pour l'étude Oui, bon, au milieu sens- éclairé en général? Non, parce que là, il y a toujours l'ambiguïté. Non, au sens si on parle de l'étude au sein des yeshivot, bon, on n'a pas Non, non, besoin, mais je je parle pense, pas de ça. uniquement des yeshivot. Non, mais- pour l'étude juive, oui, ou l'étude, tout simplement l'étude. Pour les gens là par étude, j'entends les gens qui effectivement s'intéressent dans les livres non pas à leur attractivité, mais à leur teneur de vérité, c'est-à-dire les gens qui veulent entrer dans la pensée, dans les textes, qui veulent y élaborer quelque chose. Et je crois que effectivement, ce que La la question est de collection savoir, fait c'est aujourd'hui, que- c'est d'offrir cette possibilité Oui. d'appréhender avec intelligence et subtilité la tradition. Sans vouloir faire le postmoderne, mais on a l'impression que ces gens dont vous parlez, il y en avait à l'époque. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui suffisamment pour faire au moins un système, pour faire un public? Bon, peut-être, vous, si vous voulez, mais vous, René Lévy, je voulais vous demander comment se présente la situation aujourd'hui. Vous êtes le directeur de la collection, donc c'est à vous de nous donner le cap. À l'évidence, c'est un public restreint, mais encore une fois, il y a, je l'ai dit, l'important dans la traduction, ça n'est plus de mettre à disposition des textes hébreux à la disposition d'un large public. D'ailleurs, bientôt existera la fameuse plateforme Sfaria France, donc qui, elle, a pour but de mettre massivement les textes de la tradition à disposition de tous. Vous voulez dire que tout ce qui est important sera à peu près disponible, c'est Ouais, ça? enfin, c'est le projet Ouais. à assez court terme. C'est des Américains, donc Ouais. ils s'en embarrassent pas. Alors, des qu'est-ce qui scrupules. vous resterait, finalement? Non, si non, je puis bah, dire parce que justement, je pense que la traduction véritable, ça n'est pas la mise à disposition des textes. Une traduction véritable, c'est non seulement l'accès au texte, mais c'est plus encore une réappropriation de sa propre langue. Encore une fois, moi je les fréquente, les juifs de l'étude. Ils ont un français qui, même, je veux dire, qui déshonorerait même la Centrafrique. Donc, je veux dire, c'est vraiment lamentable. Mais pas parce qu'ils ne l'ont pas appris. Moi, j'ai vu des gens, j'avais des camarades en classe, des bons élèves, vous savez, les premiers de classe. Eh bien, ces élèves sont partis à la yeshiva. 6 ans après, ils ont l'accent. Bon, non, ils n'ont pas seulement l'accent, ils ne parlent plus français. Ils n'arrivent plus à faire une phrase. Donc, pourquoi? Parce que l'acquisition de l'hébreu, c'est, encore une fois, s'accompagne, comme je l'ai dit, par un effet de... Bon, on l'a vu, mais par ailleurs, il y a une autre question quand même, c'est que traduire? Quel texte choisir? Ça, c'est une autre question sur le fond. Et quels sont vos projets? Alors, les textes, c'est dans le cadre de la collection des paroles, spécialement, je pense qu'il est urgent de traduire les grands textes de la tradition rabbinique, dans un premier temps, spécialement le Midrash, le texte midrashique, hein, ce n'est pas seulement des recueils midrashiques, voilà, ça peut être notamment les rêves et leur interprétation, c'est le Talmud, mais c'est tous les extraits midrashiques du Talmud concernant le rêve. C'est les textes midrashiques dans toute leur âpreté. Vraiment, ça c'est un premier point. Et dans un deuxième temps, les textes philosophiques, les grands textes philosophiques, dits philosophiques, d'auteurs juifs. Par exemple, il y a Abraham Bachia, Joseph Albo, Abraham Imdaud, Saadia Gaon. Alors, il y a eu le projet des œuvres complètes de Saadia Gaon au XIXe siècle. Il n'a pas... Quelques textes ont été traduits et publiés, mais voilà, c'était un projet trop monumental. Ils n'ont pas pu le mener à bien. En fonction de quoi vous choisissez, par exemple, ces orientations? Est-ce que c'est en fonction du besoin du moment? Besoin de qui? Non, je veux dire... de l'opinion. L'opinion n'a pas besoin de philosophie. Non, mais Benny Lévy disait, au lieu de bouleverser, ces textes ont... Non, alors, donc il faut quand même que ce soit de bouleverser quelque chose. Oui, le but, c'est d'offrir des traductions qui, pour qui veut bien
se pencher dessus serait bouleversante. Alors pourquoi ces textes-là le seraient-ils aujourd'hui davantage que d'autres? Mais parce qu'ils l'ont toujours été. Voilà, ces textes-là, je pense aux textes du Midrash spécialement. Ces textes sont bouleversants, ils l'ont toujours été à toutes les époques, quelles qu'aient été les modes. Voilà, et donc ils traversent comment dire, le chaos de l'histoire. Et ça c'est important dans une langue française qui soit à la hauteur de les révéler. Loin de moi l'idée de penser que vous répondez à une demande, mais est-ce que précisément ce midrash n'est pas quelque chose qui serait particulièrement utile aujourd'hui? Je ne parle pas forcément des textes, mais du geste dans une société ou dans un monde intellectuel où précisément le décalage que produit le midrash n'est pratiquement plus possible, il n'y a plus d'espace. Je vous suggère cette idée. Oui, non, c'est sûr, oui, il l'est. Mais bon, mais il n'y a pas que le Midrash. Hein, ces grands textes de philosophie, alors, ont un intérêt tout spécial. Ils ont un intérêt philosophique, mais leur intérêt, c'est surtout qu'ils témoignent d'un heurt entre l'hébreu, l'image prophétique et le philosophème, le concept philosophique. Ça, c'est intéressant, et c'est intéressant de le constater à travers la naissance de l'hébreu philosophique, etc. Mais je reviens à la Kabbale. Pour autant qu'il s'agit de textes métaphysiques, la Kabbale n'est pas toujours métaphysique, elle est très souvent mystique, et je vous avoue, je dois le confesser, je n'ai pas d'attrait du tout pour la mystique. Donc voilà, il n'y aura pas de texte mystique sous ma direction qui seront traduits. En revanche, la Kabbale métaphysique est, à mon sens, et à beaucoup d'égards, le sommet de la métaphysique, toute métaphysique confondue. Quels auteurs, là, vous pensez? Bien sûr, le Harizal, mais je pense aussi, même Harizal, Cordovero, mais je pense à des auteurs beaucoup moins connus des hébraïsants eux-mêmes, puisqu'ils sont sauvagement gardés par les Lubavitch. Je pense aux grands maîtres Chabad, jusqu'au 5e, jusqu'au Rachab, Shalom Doubet, qui sont de purs génies métaphysiques et auxquels personne n'a accès. Est-ce que c'est gardé par les Lubavitch? Oui. Ils sont sauvages. Il ne faut pas... Voilà. Ça n'a pas été publié du tout? Rien même, en français. Même dans leur cercle? Dans leur cercle, mais oui. Ils l'étudient, si vous voulez. Ils n'ont pas la langue française pour bien les étudier. Voilà. Donc, ils ont l'américain, l'anglais. C'est pas terrible. Mais vous pensez que le français c'est une langue, un meilleur vecteur que l'anglais pour aborder le texte hébreu? Oui, un peu comme l'allemand. Ouais. C'est des langues très... Voilà, c'est des langues de pensée.